Bonjour à tous, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Alors imaginez ça, votre partenaire apprend que vous avez besoin d'une opération. Une vraie opération. Une tumeur à retirer de votre corps, tout ça. Et sa première réaction, c'est « tu peux reprogrammer ça ?» Parce qu'il y a un voyage à la plage qui est arrivé, vous savez, les priorités. Et le pire, elle y est vraiment allée. Elle a fait ses valises, pris l'avion, posté ses photos en bikini. Pendant que sa personne se faisait littéralement ouvrir sur une table d'opération quelque part. Je sais ce que vous vous dites, personne ne peut être aussi froide. Et honnêtement, je pensais pareil. Jusqu'à ce que je lise cette histoire, et là, ma mâchoire est tombée, et elle est restée comme ça. Parce que ça ne s'arrête pas au voyage. Oh non. Ça dégénère en harcèlement, en attaque à la farine, en ordonnance d'éloignement, et en une arrestation publique qui a fait la une des infos locales. Parfois, la vraie vie est tellement déjantée que même des auteurs de fiction la rejetteraient, la trouvant trop irréaliste. Restez avec moi. Vous devez absolument entendre celle-ci. Ma fiancée m'a envoyé un message, MDR. Tu pensais vraiment que j'allais annuler mon voyage à la plage pour ton opération? Quand je lui ai demandé du soutien pendant mon opération, j'ai répondu, mon erreur. Ce que l'infirmière lui a dit quand elle a appelé l'hôpital plus tard a tout changé. Moi, 27 ans, je suis avec Fiona depuis 3 ans, fiancée depuis 6 mois. On vit dans mon appartement que je paie depuis avant même qu'on se rencontre. Elle a emménagé après 8 mois et, d'une manière ou d'une autre, n'a jamais contribué à autre chose que les courses. Tout était déjà planifié, mariage sur la plage l'été prochain, lune de miel en Grèce, la petite maison avec la clôture blanche, toutes ces conneries. Jusqu'à ce que l'univers dise, non, t'as tout faux. Et franchement, merci pour cette tumeur. Un matin, je fais un contrôle de routine. Vous connaissez la chanson. Je m'attendais à me faire sermonner sur mon alimentation et repartir en 20 minutes. Au lieu de ça, le docteur Williams examine mon côté avec ce regard, celui qui dit que ton mois va être complètement foutu. On doit faire des examens supplémentaires, qu'il dit, ce qui, en langage de médecin, veut dire « félicitations, quelque chose essaie de te tuer ». Une semaine plus tard, rempli d'angoisse, entre scanner, analyse de sang, et salle d'attente qui sentent le désespoir et le gel hydroalcoolique, j'ai le verdict, une tumeur bénigne sur mon rein, mais placée comme si elle avait une dent personnelle contre moi, enroulée autour de trucs essentiels. Résultat, ils doivent m'ouvrir et la retirer correctement. La chirurgie est la seule option, explique le docteur Williams. Vous resterez à l'hôpital 2 à 3 jours minimum. La récupération prendra environ 4 semaines, et vous aurez absolument besoin de quelqu'un avec vous 24h24 pendant au moins la première semaine. Pas de conduite, pas de charge, pas de solitude. Très bien. J'appelle ma fiancée depuis le parking de l'hôpital. Je lui parle de la tumeur, de l'opération prévue le 15 avril, du fait que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider pendant la convalescence. Je l'entends taper tout le long, sûrement des mets ou des légendes Instagram. Difficile de dire ce qui compte le plus pour elle. Quand je termine, il y a un long silence, puis elle lâche la bombe. Attends, le 15 avril? C'est la semaine de Miami. Elle me demande littéralement si je peux repousser l'opération après son voyage. Comme si je déplaçais un rendez-vous chez le dentiste et pas l'ablation d'une tumeur. Oui, bien sûr, laisse-moi appeler le docteur Williams pour voir si la tumeur peut patienter 2 semaines le temps que tu bronzes. Elle dit que c'est typique et bien pratique pour gâcher ses vacances. J'essaie d'expliquer que les chirurgiens ont des listes d'attente, que c'était le premier créneau disponible, que j'ai vraiment besoin d'elle. Elle soupire comme si je lui demandais de donner un rein. PFF. Bon, laisse-moi demander aux filles. Elles comptent sur moi. J'arrive pas à croire que ça arrive. Puis elle raccroche. Je suis resté assis dans cette voiture pendant 30 minutes, à me demander comment ma fiancée venait de faire passer Miami Beach avant ma vie. Le soir, Fiona rentre vers 21h. Elle ne me regarde même pas, pose son sac et se sert un verre comme si elle venait de vivre la pire journée de l'histoire humaine. J'ai parlé aux filles, elles commencent, et je sais déjà que ça va être du grand n'importe quoi. Elles trouvent que c'est vraiment manipulateur de ta part de vouloir me faire annuler. Manipulateur. Laisse-moi digérer ça une seconde. J'ai une tumeur, Fiona. Que t'as apparemment depuis des mois, mais maintenant c'est soudainement urgent, juste avant mon voyage que tu savais important pour moi. Les médecins rendent toujours tout urgent. C'est comme ça qu'ils justifient leurs honoraires. Le père de Sarah est chirurgien, elle sait comment ça marche. Sarah. Son amie vide dont toute la personnalité se résume à avoir des parents riches et poster des selfies de salle de sport avec « Blessed » en légende. Voilà maintenant mon experte médicale. Fiona, c'est une opération, pas un simple contrôle. C'est ambulatoire, non. 2 à 3 jours à l'hôpital, puis des semaines de récupération. Elle prend une longue gorgée de son verre, me regarde comme si j'étais un problème compliqué. Écoute, je comprends que t'aies peur, mais je peux pas tout laisser tomber parce que t'as un problème médical. J'ai une vie moi aussi, Zach. Et nos vœux? Dans la maladie et dans la santé? On ne les a pas encore prononcés. Et franchement, tout ce chantage émotionnel me fait me demander si on est prêt pour le mariage. Voilà.
Remettre en question les fiançailles parce que j'ai eu l'audace d'avoir une tumeur. J'ai besoin de quelqu'un ici pour s'occuper de moi. Tu sais que ma famille n'est pas une option. Alors embauche quelqu'un. Il existe des services. Des infirmiers professionnels qui savent vraiment ce qu'ils font. Ok, pause une seconde. Ce qu'elle vient de dire m'a littéralement glacé sur place. Parce qu'elle n'a même pas hésité. Juste, embauche quelqu'un. Comme si je me plaignais d'un robinet qui fuit. Voici la vérité dérangeante, certaines personnes sont tout simplement incapables d'être présentes pour les autres. Pas qu'elles ne veulent pas. Elles en sont réellement incapables. Et on passe des années à leur trouver des excuses, le stress, leur passé, une mauvaise période. Alors qu'en réalité, elles n'ont juste pas ça en elles. Reconnaître ça, ce n'est pas cruel. Rester après l'avoir compris, c'est là que vous vous faites du mal. Retour à l'histoire de l'auteur du post. Tu es sérieuse? Tu veux que j'engage un inconnu parce que tu ne peux pas rater un voyage? On est censé être partenaire. Zach, j'ai besoin que tu arrêtes d'être aussi égoïste et que tu acceptes que j'ai ma propre vie et mes propres projets qui ne tournent pas autour de toi. Elle part en trompe dans la chambre. Je dors sur le canapé. Honnêtement, c'était plus confortable que de dormir à côté de cette reine de glace. Le lendemain matin, elle est déjà habillée, clé en main. Je pars à Miami, annonce-t-elle. Les filles ont besoin de moi. Le voyage est payé. Et je ne vais pas laisser ton drame médical ruiner quelque chose que je prépare depuis des mois. Voilà ce que 3 ans de relation t'apportent. D'accord, je dis calmement. C'est tout? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je veux que tu comprennes que je ne peux pas mettre toute ma vie en pause à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose. J'ai compris. Amuse-toi bien à Miami. Elle s'arrête à la porte, sûrement en attendant que je supplie. Ne me fais pas passer pour la méchante, Zach. Je suis juste réaliste. Bien sûr. 2 semaines plus tard, je lui envoie un dernier message. Je suis vraiment inquiet. J'ai besoin que tu sois là avec moi. 3 heures plus tard. MDR, sérieusement? Tu pensais vraiment que j'allais annuler Miami pour ton opération? C'est même pas un cancer. Arrête de faire le bébé. Je fais une capture d'écran. Mon erreur, je réponds. Et ça l'était. Mon erreur de croire qu'elle valait la peine d'être épousée. Après son charmant « arrête de faire le bébé », j'ai compris qu'il fallait que je me reprenne vite. Opération dans 5 jours, aucun soutien, apparemment je suis seul. Première étape, le travail. Je dois expliquer à mon patron que j'aurai besoin de congés pour l'opération et la récupération. Marc est un bon gars, il a lui-même vécu des problèmes de santé, donc il comprend immédiatement. Il me met en contact avec les RH pour organiser mon congé maladie. La responsable, Janet, a une énergie maternelle et passe instantanément en mode protectrice en entendant la situation. Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous ramener de l'hôpital et de quelqu'un pour vérifier que tout va bien pendant au moins 48 heures. Vous avez de la famille à proximité? Pas vraiment. C'est compliqué. Elle note son numéro personnel. Si vous êtes coincé, appelez-moi. Ce n'est pas quelque chose que vous devez affronter seul. Maintenant, je sais que certains d'entre vous se demandent pourquoi je n'ai pas appelé ma famille. On n'a plus de relation. J'ai coupé les ponts il y a longtemps, mais ça, c'est une autre histoire. Bref, ce soir-là, j'ai commencé à me renseigner sur à quoi ressemble vraiment la convalescence. Forum, sites médicaux, témoignages de première main. Il s'avère que j'aurais vraiment besoin d'être 24h24 pendant au moins une semaine. Impossible de soulever quoi que ce soit de plus de 5 kilos. Impossible de conduire sous antidouleur. Besoin d'aide pour me lever et me coucher les premiers jours. Pendant ce temps, Fiona postait des stories Instagram sur ses tenues pour Miami, pendant que moi je lisais des consignes post-opératoires. Le contraste était tellement énorme que ça en devenait presque drôle. C'est là que j'ai appelé Liam. Mon meilleur pote depuis la fac, le genre de gars qui t'aiderait à enterrer un corps à 3 heures du matin sans poser de questions. Frère, tu viens vraiment de me dire que ta fiancée part à Miami pendant que toi tu te fais opérer? C'est ça, ouais. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Elle est déficiente mentale? Elle est tombée sur la tête quand elle était petite? Plusieurs fois? Apparemment, je suis manipulateur et dramatique. T'as une tumeur, abruti. Exact. Putain, mais c'est pas dramatique ça. Attends, je monte. Liam, t'es pas obligé, ferme-la. Je prends des congés. Quelqu'un doit en avoir quelque chose à foutre si tu crèves sur cette table. C'est en ambulatoire, j'ai dit ferme-la. J'arrive. C'est pour ça que Liam, c'est mon gars. Il débarque de Baltimore la veille de l'opération, avec un sac de sport, des courses, et une bonne bouteille pour après les antidouleurs. Alors, elle est où, Princesse Miami? Son vol est à 6 heures. Elle sera probablement déjà dans les airs avant même que j'entre au bloc. Et elle est vraiment ok avec ça? Ouais. Elle est ok avec tout. Liam secoue la tête. 3 ans, mec. Elle est censée être, tu sais quoi? Qu'elle aille se faire foutre. On se concentre sur toi. On passe la soirée à regarder des films et commander des pizzas. Juste 2 potes qui traînent ensemble avant une opération. La simplicité d'avoir quelqu'un qui en a réellement quelque chose à faire me frappe fort. C'est ça, le soutien. Vers 22 heures, Fiona m'envoie un message. J'espère que tout se passera bien demain.
Essaie de ne pas m'en vouloir pour toujours. Tu veux que je réponde, demande Liam. Non. Laisse-la. Le matin du 15 avril, Fiona part à 5 heures. Elle me fait le câlin le plus froid de l'histoire et dit « Essaie de ne pas mourir ou quoi. Je te ramènerai un truc de Miami. Essaie de ne pas mourir ou quoi. C'est avec cette femme que je comptais passer ma vie. » 1 heure plus tard, Liam arrive avec son sac et un sourire en coin. Prêt à expulser ce locataire illégal, proprio, toujours. À l'hôpital, l'infirmière de préparation, Pamela, la cinquantaine passée, avec cette énergie de quelqu'un qui a tout vu en matière de drames familiaux, fait mon admission. Contact d'urgence toujours Fiona? Non. Remplacé par Liam Crawford. Pamela note. C'est bien d'avoir du soutien. Votre fiancée n'a pas pu venir? Liam ricane. Elle est à Miami en train de siroter des cocktails. Les priorités, vous voyez. Le stylo de Pamela s'arrête. Pardon? À Miami? Pendant votre opération? Oui. Et vous êtes toujours fiancé à cette personne? Plus pour longtemps. Pamela sourit. Vous êtes entre de bonnes mains ici. On va très bien s'occuper de vous. L'opération se passe parfaitement. Je me réveille dans le gaz, mais sans tumeur. Liam est assis à côté de moi, en train de regarder les stories Instagram de Fiona. Yo. Bonjour Zach. Tu te sens plus léger sans ta tumeur? Ouais, t'inquiète, tu vas survivre. Il me montre son téléphone. Elle a posté au moins 15 fois. Regarde ça, vide de Miami avec mes filles, avec des photos en bikini. Il y a 2 heures. Puis une photo de groupe avec la légende, certaines choses sont plus importantes que le drama. Le drama. Comme si t'avais planifié toute cette tumeur juste pour la faire chier. C'est dans mon rein, en fait. On s'en fout. Qu'elle aille se faire foutre. Vers 18 heures, mon téléphone commence à vibrer sans arrêt. Message après message. C'est elle. Pourquoi tu ne réponds pas? Je sais que t'es en colère mais ne sois pas puéril. La moindre des choses serait de me dire que t'es en vie. Ce silence est vraiment immature. Liam les lit avec une imitation parfaite. Je réponds? Non. Laisse-la stresser. Oh ça va être drôle. Et là, le vrai spectacle commence. 20 heures, le téléphone du poste des infirmières sonne. Pamela revient 10 minutes plus tard avec un sourire en coin. Votre future ex-fiancée appelle. Elle veut vous parler immédiatement. Dites-lui que je dors. Vous dormez? Comme un bébé. Très bien. Elle revient 15 minutes plus tard. Elle a appelé 4 fois de plus. Elle dit que vous jouez à des jeux et qu'elle a le droit de savoir ce qui se passe. Dites-lui ce que vous jugez médicalement approprié. Oh, ne vous inquiétez pas. Et là, Pamela entre dans la légende. Apparemment, elle a dit à Fiona que j'étais inconscient et non réactif après des complications chirurgicales, et que seuls les contacts d'urgence pouvaient recevoir des informations détaillées. Techniquement vrai, je dormais, la chirurgie est toujours compliquée, et Liam était mon contact d'urgence. Les messages deviennent complètement fous. Quelles complications? Pourquoi tu es inconscient? Pourquoi Liam est là et pas moi? Je suis ta fiancée. Ça veut dire quoi, contact d'urgence? Tu es en train de mourir? Je réserve un vol tout de suite. Liam lit tout ça en riant. Oh, celle-là est incroyable, si tu meurs, je ne te le pardonnerai jamais. Mais ça veut dire quoi ça? Capture d'écran. Ça va être drôle. Mais le meilleur? Elle poste sur Instagram. Priez pour mon fiancé. Situation d'urgence. Je vais peut-être devoir rentrer plus tôt. Les commentaires arrivent immédiatement. OMG, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, t'étais pas en train de poster des photos en bikini il y a 2 heures? Tout va bien? Puis Jessica, une vraie, commente. Tu disais pas hier qu'il exagérait pour une opération de routine? Commentaire supprimé en quelques minutes. Mais Internet n'oublie jamais. Liam à la capture. Ta fiancée va apprendre une leçon sur les réseaux. Tu parles mal, tu assumes. Vers 22 heures, Pamela revient avec mes médicaments et un dossier plein de notes. Votre fiancée a appelé 6 fois de plus. Tout est consigné dans le dossier médical. Et maintenant? Elle a exigé de parler au chirurgien, à l'administration, et a menacé de contacter l'ordre des médecins pour violation de la confidentialité. Parce qu'on refuse de donner des infos médicales détaillées sur quelqu'un qui n'est pas son mari et qui l'a retiré comme contact d'urgence. Liam éclate de rire. Elle devient vraiment folle. Ensuite elle pleurait, disant que c'était un malentendu, qu'elle voulait juste savoir si vous alliez bien. Puis elle criait à la manipulation et au complot. Le grand classique, je dis. L'équipe de nuit est impatiente de prendre le relais. Apparemment, toute l'équipe suit l'histoire maintenant. J'éteins mon téléphone et je dors comme un bébé. Le meilleur sommeil depuis des semaines. Le lendemain matin, je me réveille avec 89 messages et 43 appels manqués. Liam a tout documenté. Elle t'a appelé en FaceTime à 2 heures du matin depuis les toilettes d'un club, complètement bourrée, en pleurs, disant qu'elle a fait une erreur et qu'elle doit savoir si tu vas bien. Et tu lui as dit quoi? Que t'étais en soins intensifs. Je suis en soins intensifs? Tu manges de la gelée en regardant Rick et Morty. Ça compte. Pamela entre pour la tournée du matin, avec ce qui ressemble à un tableau de score. Votre fiancé a appelé 18 fois la nuit dernière. 18. L'équipe de nuit en a fait un concours.
Chaque appel rapportait des points selon son niveau de drama. C'est quoi le meilleur score? Appel numéro 14. Elle a menacé d'appeler le gouverneur si on ne lui donnait pas d'informations. En Floride. À propos d'un hôpital en Pennsylvanie. La panique rend les gens stupides, dit Pamela. D'ailleurs, elle appelle tous les hôpitaux de la ville pour te trouver. Elle peut faire ça? Elle peut essayer. Mais tu es enregistré comme patient privé, et à moins qu'elle ait ton numéro de chambre exact et ton code patient, on ne confirmera même pas que tu existes. Vers 11 h, l'infirmier du matin, Kevin, passe avec d'autres infos. On a reçu un appel du Presbyterian Hospital du centre-ville. Une femme demandait s'ils avaient un Zach en convalescence après une opération du rein. Quand ils ont dit non, elle leur a demandé de vérifier encore parce que quelqu'un lui mentait. Elle appelle des hôpitaux au hasard? Attends, c'est encore mieux. Elle a appelé l'hôpital pour enfants pour demander s'ils soignaient des adultes. Quand ils ont dit non, elle a demandé s'ils couvraient d'autres hôpitaux. Parce que c'est comme ça que fonctionnent les complots. Liam est plié de rire. Mec, elle a complètement perdu la tête. Saint-Mariès, Jefferson, Temple University Hospital. Elle fait tout l'annuaire. Ils nous appellent tous parce qu'elle cite notre hôpital et exige la vérité. C'est complètement dingue. Non, corrige Pamela, c'est du divertissement. On n'a pas souvent un drama aussi bon. L'après-midi, les réseaux de Fiona passent en mode meltdown total. Elle poste sur Facebook. Urgence. Je rentre immédiatement. Zach est dans un état critique après des complications chirurgicales. Merci de prier pour nous. Mon pote Marcus m'écrit. Mec, le poste de Fiona dit que tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir? Je réponds, j'écris depuis le paradis. Ils ont du pudding. Dieu merci. Il répond, MDR, elle a dit état critique. Critiquement ennuyé peut-être. Laisse-la s'enfoncer. Il répond, j'ai déjà tout screenshot. Ça va devenir un mème. L'après-midi, j'ai une visite surprise. Nathalie Smith frappe à ma porte vers 15 h avec un Tupperware qui sent le paradis. Petit contexte sur Nathalie, c'est ma voisine, 2 portes plus loin. Pâtissière professionnelle, elle gère une petite entreprise de gâteaux depuis chez elle. Et elle est magnifique. Genre dangereusement magnifique. On a toujours été amicaux, sans jamais franchir de limite par respect pour ma relation. Juste la voisine sympa qui m'apporte parfois des cookies en trop. Salut, dit-elle, sincèrement inquiète. Liam m'a parlé de ton opération en prenant ton courrier. Je t'ai apporté de la soupe maison. Liam t'a dit? Attends, tu m'as fait de la soupe? Oui. Et des cookies aux flocons d'avoine que tu aimes bien. Je me suis dit que la nourriture d'hôpital devait être horrible. Liam apparaît derrière moi, sourire aux lèvres. Nathalie, timing parfait. Notre patient se plaignait justement de la cuisine. Je ne me plaignais pas, si, totalement. Entre. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu attends que Fiona fasse une connerie comme ça? Et ne dis pas le contraire, on a tous vu ce désastre arriver. Liam? Nathalie rit. Je plaide le 5e amendement. Mais sérieusement, je suis contente que tu ailles bien, Zach. Les opérations, c'est flippant. Elles restent une vingtaine de minutes. Première conversation normale depuis des jours. Une vraie inquiétude, quelqu'un qui se soucie réellement de savoir si je vis ou je meurs. Elle est où, Fiona? Demande-t-elle innocemment. À Miami. Pendant ton opération? Oui. Nathalie cligne lentement des yeux. Je suis désolé, quoi? Des vacances. Je n'ai même pas de mots. Nous non plus, ajoute Liam. C'est pour ça que j'ai fait la route depuis Baltimore pour m'occuper de cet idiot. Je lui lance un regard noir. Nathalie sourit. C'est vraiment gentil de ta part, Liam. Quelqu'un devait s'en soucier. Apparemment, ce n'allait pas être Fiona. Après son départ, Liam me regarde avec un sourire en coin. Quoi? Rien. Juste un timing intéressant. C'est de la soupe, imbécile. C'est de la soupe faite maison par la boulangère Canon qui attend depuis 3 ans que tu remarques qu'elle existe. La ferme. Elle est stratégique. Et je respecte ça. Va te faire foutre. De rien. Le jour de ma sortie arrive. Je fais mon sac quand Fiona finit par me retrouver. Elle débarque comme si elle sortait d'une guerre, cheveux en bataille, maquillage qui a coulé, encore en tenue froissée de Miami. Son entrée dramatique aurait été plus impressionnante si elle n'avait pas passé les 48 dernières heures à appeler tous les hôpitaux de la région comme une version discount de Nancy Drew. Oh mon Dieu, tu es en vie. Pourquoi personne ne m'a dit que tu allais bien? Parce que tu étais à Miami. Je suis rentré plus tôt. J'étais morte d'inquiétude. Je pensais que tu allais mourir. L'infirmière a dit que tu étais inconscient. Je faisais une sieste. Elle s'arrête. Une sieste? Et je mangeais de la gelée de temps en temps. Mais elle a parlé de complications. Oui, c'est compliqué. La réalité commence à la frapper. Elle a construit tout un scénario catastrophique dans sa tête, basé sur une récupération post-opératoire normale, filtrée par sa culpabilité et sa panique. Tu m'as laissé croire que tu étais en train de mourir? Pardon? Je t'ai laissé tirer tes propres conclusions parce que tu n'étais pas là. C'est de la manipulation. Non. Tu ne peux pas contrôler l'histoire à 1200 miles de distance en buvant des mojitos. Elle s'effondre sur une chaise, soudain toute petite.
Son bronzage de Miami est ridicule avec ses larmes, comme une touriste émotionnelle perdue dans le mauvais drame. J'ai écourté mon voyage de 2 jours. J'étais inquiète pour toi. Tu étais inquiète pour moi, ou pour l'image que ça donnait que tu n'étais pas là. Coup direct. Elle ne répond pas. J'ai écourté mon voyage après que tu as posté des photos en bikini pendant que j'étais inconscient sur une table d'opération. Ce n'est pas juste. Je sors la bague de fiançailles de ma poche et la pose sur la table de chevet. Le mariage est annulé. Mode panique totale. Elle pleure, supplie. 3 ans ensemble, tu vas tout jeter pour un malentendu? C'est n'importe quoi. Et aussi, tu as 2 semaines pour trouver un autre endroit où vivre. Quoi? Tu ne peux pas me mettre dehors. J'ai des droits. Regarde les papiers. Ton nom n'y est nulle part. J'appellerai un avocat. Bonne chance. Elle sort en trombe, en hurlant à propos d'avocats et de ses droits. 20 minutes plus tard, elle poste sur Facebook que certaines personnes ne supportent pas les femmes fortes qui ont leur propre vie. Les commentaires la démolissent immédiatement. Jessica, attends, t'es pas partie à Miami pendant son opération? Marcus, être forte et indépendante, c'est abandonner son fiancé pendant une intervention? Sa cousine Lisa, mais de quoi tu parles? On a tous vu tes photos de vacances. Elle commence à supprimer les commentaires, mais c'est trop tard. Internet n'oublie rien. La première semaine à la maison est presque paisible. Je récupère, je prends mes antidouleurs, je dors beaucoup. Nathalie continue de passer avec de la nourriture. Soupe au poulet le premier jour, pain maison le deuxième, puis une sorte de gratin de pâtes qui m'a fait remettre en question tous les repas que Fiona m'avait préparés. On commence à discuter plus longtemps, pendant que Liam rôde comme un grand frère protecteur, balançant des remarques sarcastiques sur mon amélioration culinaire. Cette femme est incroyable. Intelligente, drôle, elle me demande vraiment comment je me sens au lieu de traiter ma convalescence comme un inconvénient. On reste totalement correct, mais il y a clairement quelque chose. Quelque chose de réel. Fiona le remarque immédiatement. Elle commence à m'interroger chaque fois que Nathalie part. Depuis quand vous êtes aussi proches? De quoi tu parles? Pourquoi elle vient ici? Ça ne te regarde pas, Fiona. Tu pars bientôt. Comment ça, ça ne me regarde pas? Je suis ta fiancée. Ex-fiancée. Et à chaque visite de Nathalie, c'est crise assurée. Pendant ce temps, sa situation professionnelle commence à se fissurer. Les rumeurs circulent vite, surtout quand quelqu'un fait un meltdown public sur les réseaux. Ses collègues commencent à la regarder différemment. Le milieu du marketing est petit, tout le monde se connaît. J'apprends plus tard que son patron a convoqué une réunion après que des clients ont demandé des explications sur l'employé qui avait abandonné son fiancé pendant une opération. La réputation, ça compte quand ton métier consiste à gérer l'image des autres. Jour 10, elle agit comme si rien ne s'était passé. Elle m'apporte du café au lit, essaie de se blottir contre moi pendant que je regarde la télé, joue le rôle de la fiancée dévouée qu'elle n'a jamais été quand ça comptait vraiment. Je sais que tu es encore en colère à propos de Miami, mais on peut surmonter ça, dit-elle. Alors les amis, petite pause ici. Et ici se trouve la vérité la plus dérangeante de cette histoire. Elle pensait sincèrement que le temps allait tout arranger. Que Zach avait juste besoin de se calmer et que tout irait bien. Et honnêtement, combien d'entre nous ont déjà été d'un côté ou de l'autre de cette situation? À attendre des excuses qui deviennent un simple « avançons ». Ou pire, être la personne qui pense qu'avancer remplace les excuses. Certaines choses ne se réparent pas. Certaines choses révèlent quelque chose de si fondamental chez une personne qu'il ne reste plus rien à sauver. Fiona n'a jamais compris ça. Et c'est exactement pour ça qu'elle a tout perdu. Retour à l'histoire de l'auteur du post. Je sais que tu es encore en colère pour Miami, mais on peut arranger ça. Il n'y a rien à arranger. Quand est-ce que tu vas comprendre que c'est fini? Je parle chinois là? J'ai fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs. Arrête. Tu devrais être en train de faire tes valises. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que j'ai perdu du temps avec quelqu'un comme toi. Pendant ce temps, elle poste sur les réseaux des messages sur « se battre pour l'amour » et « ne pas abandonner ce qui compte ». Les commentaires sont impitoyables, fallait te battre pour ton couple avant de partir à Miami pendant son opération. Trop tard, Fiona. C'est gênant. Supprime ce post. Son groupe d'amis commence à prendre ses distances. Les mêmes qui l'ont encouragée à partir à Miami ne sont plus disponibles quand elle a besoin d'un endroit où dormir. Ashley ne répond plus. Sarah invente des excuses. Le réseau d'amis opportunistes s'effondre dès que ça devient réel. Jour 12. Je la surprends en train de fouiller dans mon téléphone pendant que je suis sous la douche. C'est qui ce Kevin? Pourquoi tu touches à mon téléphone? Pourquoi il t'écrit? Donne-moi ça. Je lui arrache le téléphone. Il se moque de moi? Fiona, ça suffit. Ne me force pas à te jeter dehors avec toutes tes affaires. Silence. Alors pourquoi Pamela a ton numéro? Dégage de ma vue. Elle claque la porte. Elle perd le contrôle. Et moi, je perds patience. Puis arrive le jour 15. Je m'apprête à appeler mon avocat quand quelqu'un frappe à la porte. Les parents de Fiona, Maria et Frank, sont là, dans le couloir, l'air d'aller à un enterrement. On doit parler, dit Frank. On s'assoit. Maria commence immédiatement à pleurer.
On est tellement désolé, Zach. Ce qu'elle a fait, on ne l'a pas élevée comme ça. On ne connaissait pas toute l'histoire jusqu'à ce que Jessica nous la raconte, ajoute Frank. Fiona disait que tu avais manipulé la situation à l'hôpital pour la faire passer pour la méchante. J'étais inconscient, Frank. Difficile de manipuler quoi que ce soit sous anesthésie. On le sait maintenant. On a vu les posts. La chronologie. Maria essuie ses larmes. Elle postait des photos de vacances pendant que tu étais en opération. Elle s'est humiliée, et elle a humilié toute la famille. 27 ans à l'élever, et voilà le résultat, dit Frank. On a échoué quelque part. On est vraiment désolé, mon garçon. Et on est content que ton opération se soit bien passée. Il propose de l'aider à partir, de lui parler. Mais je vois bien qu'eux aussi ont atteint leurs limites. Elle n'est pas la bienvenue à la maison tant qu'elle ne se fait pas aider, dit Maria doucement. Une vraie aide. Thérapie, responsabilité, on lui a dit qu'on ne soutiendrait plus ce comportement, ajoute Frank. Elle a menacé de couper les ponts. Elle a dit, très bien, je n'ai pas besoin de parents qui ne me soutiennent pas. Le lendemain, Fiona hurle sur eux dans mon couloir. Crise totale. Elle les accuse de prendre mon parti, menace de ne plus jamais leur parler. Je filme à travers le Judas. On entend clairement qu'elle traite ses propres parents de traîtres et d'idiots manipulés parce qu'ils ne soutiennent pas sa vérité. Ses propres parents, qui ont financé sa vie pendant des années. Son amie Ashley vient la récupérer. Elle a cette énergie de « je fais ça parce que je n'ai pas le choix ». Elle charge les affaires de Fiona dans la voiture pendant que Fiona pleure, dramatique, en disant qu'elle est abandonnée par tout le monde. Tu vas le regretter, elle me lance pendant qu'Ashley la tire vers les escaliers. Tu ne peux pas détruire la vie de quelqu'un et t'en sortir comme ça. Ashley me lance un regard désolé. On sait tous les deux que ce n'est que temporaire. Quelques heures après être partie, Fiona est sur tous les réseaux sociaux à raconter sa version. De longs posts confus sur la manipulation, les fausses urgences médicales, et comment elle est la vraie victime. Le problème ? Elle est toujours amie avec des gens de mon travail, de ma salle de sport, ma famille, des gens qui connaissent la vérité. Des gens qui ont vu ses posts de Miami en temps réel. Les commentaires la démontent complètement. Elle supprime les posts, mais Internet n'oublie pas. Les gens partagent ses photos de vacances à Miami à côté de ses posts, urgence. L'hypocrisie est tellement évidente que même un aveugle la verrait. Les conséquences professionnelles s'accélèrent. Le service RH de son entreprise commence à recevoir des appels de clients qui la reconnaissent. Son métier, c'est de gérer l'image des autres. Et la sienne est devenue toxique. Pamela apparaît à la porte avec les papiers de sortie et comprend immédiatement la situation. Tout va bien ici ? Parfaitement. Pamela, voici Fiona. Fiona, voici Pamela, l'infirmière qui a pris tous tes appels et documenté tes crises pour la postérité. Le sourire de Pamela pourrait couper du verre. Oh, la fiancée. Alors, Miami ? Ça devait être de sacrées vacances pour rater tout ça. Fiona reste figée, bouche ouverte. Je le ramène chez lui, annonce-t-elle. En fait, c'est bon. Je montre Liam. Mon chauffeur est là depuis le début. Liam ? On est venus ensemble. Oui, bien sûr, c'est ridicule. Je suis ta fiancée. Ex-fiancée, je corrige. Ma collègue Janet a partagé l'une des tirades de Fiona dans le groupe de discussion du bureau avec la légende « Voilà pourquoi on ne lave pas son linge sale sur les réseaux sociaux ». Tout le bureau l'a vu. Mon patron, Marc, secoue la tête et m'envoie « Mec, t'as esquivé une balle ». En fait, toute une escouade d'exécution. 2 semaines plus tard, Ashley l'a mise dehors. Apparemment, Fiona faisait des crises à propos du loyer, laissait du désordre partout et ramenait des mecs à toute heure. Ashley poste une story Instagram à ce sujet. Rien de précis, juste, certaines personnes n'apprennent jamais les limites avec un emoji de clé. Subtil, mais clair. Fiona emménage chez une autre amie, Sarah. Ça dure exactement 12 jours avant que Sarah poste sur « l'énergie toxique » et « faire le ménage ». Elle se fait encore virer. Elle passe de canapé en canapé, brûlant tous les ponts derrière elle. Au travail, ça s'effondre aussi. Ses performances chutent parce qu'elle passe ses heures de boulot à poster des rangs sur moi au lieu de travailler. La direction le remarque. Les gens le remarquent. Liam suit tout ça via des connaissances communes. Apparemment, Fiona devient cette amie que tout le monde évite. Celle qui ramène tout à son drama. Celle qui ne peut pas avoir une conversation sans parler de son rôle de victime. La goutte de trop arrive quand elle poste une vidéo de 40 minutes sur Instagram pour expliquer la vérité. Elle pleure, brandit des captures d'écran imprimées, et affirme que je l'ai manipulée pour qu'elle parte à Miami afin de la piéger. La vidéo est incroyablement gênante. Elle a clairement bu, parle de théorie du complot, montre des messages sur son téléphone qui prouvent en réalité que j'ai raison. C'est comme regarder quelqu'un creuser sa propre tombe avec un selfie stick. Même sa famille élargie commence à se désabonner. Même le père de Sarah, le chirurgien censé tout savoir, commente « Jeune femme, je suis chirurgien depuis 30 ans. Personne ne simule une tumeur au rein pour attirer l'attention. » Elle supprime la vidéo en quelques heures, mais trop tard. Des dizaines de personnes l'ont téléchargée. Liam, évidemment, en a une copie. C'est là que les vraies conséquences commencent. 2e mois de ma convalescence,
et ma vie est vraiment bien. Nathalie et moi, on commence officiellement à se voir. On prend notre temps, mais elle est incroyable. Elle m'apporte à dîner 3 fois par semaine, m'aide avec mes exercices de rééducation, et ne fait jamais de ma guérison quelque chose centré sur elle. C'est le jour et la nuit comparé aux 3 années à marcher sur des œufs avec Fiona. Liam squatte toujours dans la chambre d'amis, en partie pour m'aider, mais surtout parce qu'il adore être aux premières loges de l'effondrement de Fiona. Il me fait des mises à jour quotidiennes comme si c'était son travail. Donc Sarah l'a virée. Elle est où maintenant? Un motel sur la route 22. Au travail, ça empire encore. Elle bosse dans une agence de marketing en centre-ville, et l'info circule vite dans ce milieu. Les gens la reconnaissent. Elle reçoit un avertissement pour usage excessif des réseaux sociaux pendant le travail. Apparemment, elle poste des stories depuis les toilettes du bureau, toujours en train de pleurer sur la manipulation. Son superviseur me contacte même sur LinkedIn. Salut mec. Désolé pour ta situation avec Fiona. Elle galère au travail depuis l'histoire de Miami. Je voulais que tu saches que ça affecte aussi sa vie pro. Puis les choses deviennent vraiment folles. D'abord, je remarque sa voiture garée en face de mon immeuble. À des heures différentes, toujours immobile. Elle surveille mon appartement comme une détective du dimanche. Elle arrive vers 19h en semaine, sûrement après le travail, et reste là pendant des heures. Parfois, je la vois fumer dans la voiture. D'autres fois, elle fixe mes fenêtres comme si elle attendait quelque chose. C'est à la fois pathétique et inquiétant. Puis les notes apparaissent sur ma voiture. Des messages bizarres écrits sur des serviettes ou des tickets. Je sais ce que tu fais avec cette voisine salope. Tu ne peux pas cacher la vérité éternellement. On avait quelque chose de réel et tu l'as détruit avec des mensonges. Franchement, ambiance serial killer. Liam en trouve une et prend immédiatement des photos. Elle a complètement perdu la tête, dit-il en lisant un message écrit avec des stylos de différentes couleurs, comme une lettre de rançon. On entre clairement dans le territoire de l'ordonnance d'éloignement, mais ça empire encore. Nathalie commence à recevoir des messages. D'abord sur Instagram, puis Facebook, puis son email professionnel. Fiona a trouvé son site de pâtisserie et commence à laisser des avis 1 étoile en disant que Nathalie séduit des hommes malades et détruit des relations. Les avis sont délirants, briseuse de couple. Cette femme cible des hommes en convalescence. Comportement prédateur. 0 étoile. Cette boulangère a détruit ma relation en apportant de la soupe à mon fiancé. Qui fait ça? Oui, qui apporte de la soupe à quelqu'un de malade? Quel monstre ferait ça? Ensuite elle va sûrement proposer de faire la lessive, l'horreur absolue. Les faux avis commencent à affecter le business de Nathalie. Les clients potentiels voient ça et posent des questions. Elle doit expliquer la situation à ses clients habituels. Nathalie me montre les messages. Il passe de passif-agressif à carrément menaçant, reste loin de ce qui m'appartient. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Les briseuses de couple paient toujours. Je commence à avoir peur, avoue Nathalie. N'aie pas peur. On documente tout. Puis les menaces deviennent explicites. Des messages directs sur le compte pro de Nathalie. Des captures de notre immeuble avec la légende. Je sais où tu dors. Les messages deviennent de plus en plus instables. Elle menace de faire disparaître Nathalie et promet que les briseuses de couple finissent toujours par payer. Ça suffit, je dis. On arrête de jouer. J'ai demandé une ordonnance d'éloignement. Les preuves sont irréfutables, photos de sa voiture qui surveille mon immeuble, capture d'écran des messages menaçants, copie des notes délirantes laissées sur ma voiture. Le juge jette un coup d'œil et l'accorde immédiatement. Elle doit rester à plus de 150 mètres de moi, de mon appartement, de mon lieu de travail et de Nathalie. Soulagement temporaire. Pendant environ une semaine, plus rien. Plus de voiture, plus de notes, plus de messages pour Nathalie. Je commence à me dire qu'elle a peut-être compris. Puis arrive le grand final. Et croyez-moi, vous allez adorer. Il est environ 22h. Je suis sur le canapé avec Nathalie, on regarde Netflix pendant que Liam fait des grillés cheese dans la cuisine. Première soirée normale depuis des mois. Puis on entend des portières claquer, des pas dans l'escalier, et quelqu'un qui frappe à la porte comme si l'immeuble était en feu. Zach. Je sais que t'es là. La voix de Fiona, pâteuse et désespérée. Ouvre cette putain de porte. Je regarde par le Judas. Elle vacille, ivre, bouteille de vin à la main, en pantalon de pyjama et débardeur, comme si elle venait de sortir du lit. Complètement hors de contrôle. Tu as ruiné ma vie. Sors et viens m'affronter. Nathalie commence immédiatement à filmer pendant que Liam appelle la police. Je continue d'observer par le Judas, tout documenté. Je t'ai tout donné. 3 ans de ma vie. Elle commence à donner des coups de pied dans la porte, laissant des marques sur le bois. Cette salope de voisine t'a monté contre moi. Je vois clair dans ton jeu. C'est un complot. Puis elle remarque le Judas et colle son visage dessus, déformé par la lentille. La vue est ridicule. Elle a l'air aussi intimidante qu'un poisson rouge. Je sais que tu regardes. Sors comme un homme. Les portes des voisins s'ouvrent. Madame Patterson du 3B jette un coup d'œil. Monsieur Johnson du 3A sort dans le couloir. Tout le monde assiste au spectacle, et Fiona est trop ivre pour s'en rendre compte. Liam raccroche avec la police et me lance un sourire. On s'amuse un peu avant qu'ils arrivent. Comment ça?
Il disparaît dans la cuisine et revient avec un récipient de farine. Fais-moi confiance. On attend qu'elle recommence à frapper. Puis Liam ouvre juste assez la porte et lui balance tout le contenu sur la tête. Elle hurle comme une folle, couverte de poudre blanche, se griffant le visage en reculant. On dirait un fantôme raté renvoyé d'une maison hantée pour surjeu. Bande de malades. Je vais vous le faire payer. De la farine, espèce de folle. Crie Liam. Légitime défense contre une intrusion. Et au passage, tu ressembles à un bonhomme de neige très énervé. Nathalie et moi, on est morts de rire. La police arrive au moment où elle essaie d'enlever la farine de ses yeux en hurlant des menaces. Il la trouve couverte de la tête aux pieds de poudre blanche, clairement ivre, devant un appartement qu'elle n'a pas le droit d'approcher. L'officier principal regarde la scène. Fiona, transformée en cauchemar farineux. Moi, calmement en train de lui donner les copies de l'ordonnance d'éloignement et des captures de menaces. Nathalie, avec la vidéo des coups dans la porte. Il secoue la tête. Madame, vous êtes en état d'arrestation pour violation d'ordonnance d'éloignement, ivresse sur la voie publique et harcèlement. Ils m'ont agressé, hurle-t-elle. L'agent se racle la gorge. Oui, bien sûr. Allons-y. Il la menotte pendant qu'elle crache de la farine et hurle à la manipulation et au complot. Les voisins regardent depuis leur porte, au premier rang du meilleur spectacle que cet immeuble ait vu depuis des années. Madame Patterson du 3B mâche quelque chose et applaudit. Mieux que Netflix. Alors qu'il l'emmène vers la voiture de police, elle se retourne. Le karma va te rattraper, Zach. Ce n'est pas fini. Liam, appuyé contre le cadre de la porte, toujours avec le récipient vide, répond. On t'attend, ma belle. Dernière image de mon ex-fiancée, couverte de farine, menottée, poussée dans une voiture de police en hurlant qu'elle est une victime. On aurait pu en faire la couverture de « Comment rater une rupture, masterclass ». L'arrestation fait la une des infos locales, une femme viole une ordonnance d'éloignement et se fait recouvrir de farine lors d'un conflit domestique. Son employeur le voit. Ses derniers amis le voient. Sa famille le voit. Elle perd son travail en 48 heures. Sa réputation professionnelle, déjà fragile, s'effondre complètement. 6 mois plus tard. Elle vit dans un autre état, chez des proches qui la supportent à peine. Elle travaille dans le commerce, parce qu'aucune agence marketing ne veut plus d'elle après son meltdown en ligne. Et elle poste encore parfois sur l'injustice qu'elle a subie. Moi, je suis totalement remis. Nathalie et moi prévoyons d'emménager ensemble. Liam a assez de dossiers pour me faire chanter pendant des décennies. Et moi, chaque matin, je me réveille reconnaissant. Parce qu'au final, cette tumeur m'a montré qui était vraiment Fiona, avant que je fasse la plus grosse erreur de ma vie. Comme quoi, la meilleure revanche, c'est parfois simplement de voir quelqu'un finir couvert de farine et embarqué menotté. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sincère sur cette histoire. Fiona n'était pas simplement égoïste. Je veux être clair là-dessus. Être égoïste, c'est oublier un anniversaire ou manger la dernière part de pizza. Ce que Fiona a fait, c'est plus profond, elle avait construit toute une version de Zach dans sa tête où ses besoins ne comptaient tout simplement pas. Et l'opération a complètement arraché ce masque. La vraie Fiona a toujours été là. Zach avait juste besoin d'une tumeur, littéralement, pour enfin la voir. Ce qui me frappe, c'est l'audace de son rôle de victime. Elle est partie à Miami, a posté des photos en bikini, a envoyé un MDR à un homme en pleine convalescence, et d'une manière ou d'une autre, elle s'est convaincue que c'était elle la manipulée. Ce n'est pas juste de l'égoïsme, c'est un niveau d'auto-illusion qui, honnêtement, mérite une vraie prise en charge professionnelle. Et je le dis sérieusement, pas comme une insulte. Ses parents l'ont vu. Ses amis ont fini par le voir. Même son employeur l'a vu. Et puis il y a Liam. Le gars a conduit depuis Baltimore sans hésiter. Pas de drama, pas de conditions, juste « j'arrive ». Voilà à quoi ressemble le véritable amour. Pas l'amour romantique, juste l'amour humain. Celui qui est présent. Honnêtement, Liam est le héros discret de toute cette histoire. Nathalie qui apporte de la soupe, ça ne fait pas d'elle une briseuse de couple. Ça fait d'elle une personne décente. Le fait que Fiona ait vu un simple geste de gentillesse humaine comme une stratégie calculée vous dit tout sur sa vision des relations, purement transactionnelles. Maintenant, les leçons. Et elles sont réelles. Premièrement, la façon dont quelqu'un vous traite dans vos pires moments, c'est sa vraie nature. Pas celle des bons jours. Faites attention à ça. Deuxièmement, votre cercle de soutien se révèle dans les crises. Zach a découvert que sa fiancée était une étrangère, et que son meilleur ami était sa famille. 2 informations précieuses. Troisièmement, rester imperturbable est souvent la réponse la plus puissante face à quelqu'un qui part en vrille. Zach n'a presque rien eu à faire. Fiona s'est détruite toute seule. Alors les amis, quel est votre avis là-dessus? Dites-le moi dans les commentaires. Et merci d'avoir été avec moi aujourd'hui sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.